Nous allons continuer avec un résumé final de Dakpotashinamgyal en bas de la page 107 où il dit « Je vais formuler cette explication d'une façon qu'elle soit facile à comprendre, un peu plus facile à comprendre. » Et ici, il résume en fait la méditation de la vision profonde. C'est un court paragraphe qui, en essence, dit la chose suivante. Tout d'abord, nous devons comprendre tous les phénomènes, y compris sujet et objet, comme étant esprit. Toutes les apparences sont esprits. Puis, il est nécessaire d'examiner si notre esprit existe. Et puis, la première approche serait de voir si l'esprit existe dans le passé, le présent et le futur. J'ai mentionné cela brièvement l'autre jour. Il nous faudra trouver que l'esprit existe au moins dans l'instant, qu'il existe d'une telle façon à être stable pendant une brève période de temps pour pouvoir dire qu'il a existé au passé, il existe dans le moment après, etc. Et si nous trouvons que nous ne pouvons pas, que nous pouvons rien trouver d'autre que l'expérience d'être présent, ouvert, simplement, que l'esprit ne se trouve pas, que l'esprit n'existe pas comme une entité, à aucun moment de temps. Et puis, nous regardons pour voir si c'est un esprit ou plusieurs esprits. C'est un passage extensif dans l'océan du sens ultime du 9e Karmapa, dans lequel le Karmapa demande aux étudiants d'examiner si l'esprit qui ressent, qui pense, qui est actif, est un esprit différent de l'esprit non conceptuel, de l'esprit en repos, complètement calme, sans aucune pensée. Et on peut élaborer là-dessus. On a différentes formes d'esprit. On peut parler de l'esprit stupide, de l'esprit éveillé, on peut parler de l'esprit endormi. Donc, est-ce que ces différents états mentaux sont-ils différents esprits? Donc, ceci est très important. Parce que le plus souvent, les gens pensent que mon esprit est différent de l'esprit des autres. Donc, l'expérience du sujet a un esprit différent de tout ce dont le sujet fait l'expérience. Moi et mes expériences, moi et mes pensées. Moi et mes expériences sensorielles. Et puis aussi, il est très important de se questionner. Est-ce que ce jeu, ce qu'on appelle le soi, est-ce que c'est un autre esprit, un esprit différent? De l'esprit de ce qui apparaît comme des expériences extérieures. Donc, puis une fois que nous avons clarifié cela, je me demande s'il faut que je vous donne les solutions. Mais je ne pense que je ne vais pas vous aider. Oui, c'est un seul et même esprit. Il n'y a pas d'esprit différent. Puis, on essaie de trouver, de savoir si l'esprit s'élève et reste quelque part et cesse. Donc, est-ce qu'il y a des moments sans le temps où notre esprit, et en particulier la pensée s'élève, reste quelque part et disparaît pour aller quelque part? Si une élève vient de quelque part, une émotion s'élève de quelque part, reste et disparaît quelque part.
où l'idée d'un soi vient de quelque part, reste quelque part et va ailleurs, ou quelque part. Ou est-ce qu'il y a un stockage de toutes ces impressions qu'on a eues à l'esprit, ou de ces mouvements? Est-ce qu'ils vont quelque part? Est-ce qu'ils sont stockés quelque part? Il faut faire cette investigation. Est-ce qu'il y a un stockage de souvenirs? On regarde toutes ces idées. Où l'idée d'un lieu en 3 dimensions est reliée à l'esprit. Où peut-on trouver l'esprit? A-t-il un lieu? Et où restent les contenants de l'esprit? Où est-ce qu'ils cessent? Où est-ce qu'ils s'en vont? Est-ce que ça se dissout vraiment? Ou est-ce qu'il y a des restes? Est-il possible, comme les gens sont submergés par les pensées, est-ce que c'est peut-être que leur recyclage ne fonctionne pas bien, qu'il y a quelque chose dans les pensées dont il faut s'occuper après avoir pensé ces pensées? Qu'est-ce qui mène à cette pensée d'avoir trop, d'être plein, d'être submergé? Est-ce que ces pensées se mettent en place et quand il y a trop de pensées, il n'y a pas de place pour l'expérience d'après? Donc tout ça, il faut l'examiner. Et je vais vous dire la solution. Il n'y a pas de stockage. Tout ça est vide de nature, cela se dissout complètement, sauf que la saisie peut toujours reproduire des pensées similaires de façon infinie. Et ce n'est pas la même chose. Ça ne vous aide pas si juste je vous le dis. Il faut que vous en veniez à une certitude personnelle. 5e point. Découvrez la luminosité, la luminosité naturelle omniprésente de l'esprit, de la conscience. Donc, y a-t-il le moindre aspect de la vie où l'esprit connaissant, conscient, n'est pas présent, jusqu'à ce que nous soyons sûrs que bien que l'esprit ne peut pas être défini et qu'il est insaisissable, cette capacité de connaître est partout. Et en fait, ça me rappelle ce livre, ce titre célèbre. La sagesse n'est pas une échappatoire. Lorsque nous savons que l'esprit est partout, nous savons aussi pourquoi nous devons connaître l'esprit si on n'est pas à l'aise avec cette qualité d'être qu'on appelle l'esprit, cette qualité de connaître, capacité de connaître, de créer des mots, de percevoir le changement, etc. Si on n'est pas à l'aise avec cela, si on ne connaît pas sa nature, on aura un problème parce que c'est partout. Donc, nous découvrons la luminosité naturelle, omniprésente de l'esprit, sa capacité à connaître. Ainsi, nous comprenons, 6e point, que l'esprit n'existe pas comme quelque chose. À ce moment-là, on a abandonné toute idée que l'esprit pourrait être une chose, parce que une chose, il faut qu'on puisse être en mesure de la séparer, cette chose, de toutes les autres choses. Donc si quelque chose est omniprésent, on ne peut pas le séparer du reste. Et donc ce n'est pas une chose. La conscience fait partie de chaque expérience que nous voyons, que nous sentions, que nous goûtions, que nous imaginions, que nous percevions, quoi que ce soit, toutes sortes d'expériences. Ok.
Et dans cette expérience, dans cette connaissance, on voit que sujet et objet n'ont jamais existé. Et ça, c'est une pratique de Vipassana dans laquelle on regarde dans ce que nous pensons être moi. On prend cette sensation de moi, d'un soi, comme le point central de focalisation de notre méditation. Chaque fois que nous avons l'impression qu'il y a un moi, nous regardons. On pourrait dire on fait une investigation, mais en même temps, il n'y a vraiment rien à examiner. On dirige simplement toute notre conscience au centre de ce qui paraît être cette expérience du moi. Et il n'y a rien à découvrir, juste l'esprit ouvert, la conscience ouverte et pas une chose. Et on fait la même chose lorsqu'on a la forte expérience de l'autre. Le plus fort, c'est probablement dans la peur et la colère, mais aussi dans le désir. Le sentiment de l'autre est très fort. Mais ça marche très bien avec les peurs. Il y a une telle peur de ça, de cet autre qui m'écrase, qui me poursuive. Et donc, le danger vient de l'autre, vient de là. Et donc, à chaque fois qu'on a des peurs, qu'elles soient subtiles ou fortes, même les agressions subtiles, on va au centre de cela, de ce dont on a peur ou de ce qu'on n'aime pas. Et puis, nous découvrons cette même conscience ouverte. L'illusion, pouf, disparaît, plus de peur, plus de colère. Juste cette même conscience ouverte pendant que quand on regardait l'objet. Qu'on regarde d'abord le sujet, l'objet n'a aucune importance, on peut alterner. C'est juste cette découverte surprenante que en regardant le soi-disant cœur de l'expérience, là où on a l'impression qu'elle est la plus dense, c'est toujours la même nature de l'esprit, la même conscience qui se révèle. Une expérience de présence parfaitement libre, dépourvue de peur, de colère et de tout attachement. Donc nous comprenons que sujet et objet n'ont jamais existé. Donc juste se rappeler, chaque fois que vous entendez quelqu'un qui pense que le soi doit être aboli, ce n'est absolument pas vrai. C'est juste que l'illusion d'un soi stable et individuel, dans ce processus changeant d'être, cette illusion se dissout. Parce qu'on voit qu'elle n'a jamais été là, qu'il n'a jamais été là. Mais le soi dont la psychologie parle comme un processus d'apprentissage, d'adaptation, etc., cette forme de soi intégrée continue à se renforcer de plus en plus. Elle est de plus en plus capable de trouver son équilibre intérieur, de rentrer en relation avec les autres, d'aimer, etc. Toutes ces magnifiques qualités d'un soi intégré se renforcent simplement de plus en plus dans ce processus de dissolution des notions et des idées d'un soi stable et non changeant. Donc juste pour clarifier cela. Il nous faut également clarifier, là j'en suis maintenant au 8e point, que la sagesse discernante, discriminante, que ce qui connaît n'a pas d'existence en tant qu'une chose. Parce que ce serait la prochaine saisie. Ok, il n'y a pas de soi, mais il y a la connaissance du non-soi. Et on croit que cette connaissance existe vraiment, que c'est plus vrai que tout le reste qu'on a expérimenté auparavant. Mais cela aussi, lorsqu'on regarde dans le centre même, dans cette soi-disant densité
de connaissance, du fait d'être conscient, on ne découvre aucune chose, rien, excepté cette ouverture. Et il y a un exemple célèbre qui a été cité précédemment dans le texte, mais que je veux mentionner ici. Donc vous savez qu'on peut faire du feu en frottant des bouts de bois. Il faut un bois sec spécial. Et puis si vous faites ça assez longtemps, à proximité d'un certain duvet ou de petites branches, au bout d'un moment, ça va prendre feu. Cet exemple est utilisé ici. Le fait de frotter les bâtons est comparé à l'investigation, à l'examen. C'est le prajna qui distingue, qui utilise les expériences de vie et qui va vraiment en elles jusqu'à ce que la lumière de la compréhension s'élève. Et cette lumière de compréhension est le feu de la sagesse. Et ce feu de la sagesse va aussi consumer les bâtons. Le feu qui est allumé en frottant des bouts de bois, en fait, si on le laisse se produire, va aussi brûler les bâtons. Et de la même façon, cette compréhension qu'on utilise les processus dualistes d'investigation, une fois qu'elle grandit, va consumer cette même dualité qui était utilisée à l'origine pour développer cette compréhension. De sorte qu'il n'y a plus besoin de continuer ces processus dualistes. C'est la même chose que précédemment. La sagesse discriminante, prajna, devient luminosité. C'est de ça dont on parle. Ce qui allume le feu de la compréhension, l'analyse intellectuelle, conceptuelle, l'investigation conceptuelle, et puis l'analyse non conceptuelle, tout ce qu'on utilise pour rester dans cette recherche d'une compréhension profonde, tout cela, dans la compréhension, lorsque la lumière de la sagesse s'élève, tout cela peut se détendre, c'est comme brûler, ça disparaît, et on reste simplement dans les choses telles qu'elles sont. Donc je répète la phrase que nous allons réaliser, que la sagesse discriminante n'a pas d'existence comme une chose, ce n'est pas une chose qui reste, de la même façon que le feu produit des bâtons frottés qui consument les bâtons et qui s'éteint. La nature basique de l'esprit ne s'éteint jamais. Ça, c'est la différence. On n'a pas besoin de la rallumer. Ce qui a été vu, a été vu. Le 9e point, découvrez de quelle façon ce type de vue, ce type de vision chasse toute torpeur et toute agitation. Ça aussi, ça a déjà été expliqué dans la vidéo précédente. Cela fait référence au processus du méditant après la première réalisation forte. Un méditant qui est finalement rentré dans la vision véritable, on lui dit maintenant, quand tu médites, n'altère pas ton état d'esprit par des remèdes. Car aussi longtemps que tu seras en mesure de te détendre simplement et de faire confiance à la nature de l'esprit, donc reste avec cette confiance, médite en faisant confiance à la nature de l'esprit, que toute torpeur et toute agitation se purifiera d'elle-même. Et c'est cette étape-là. Puis,
après une connaissance claire. Donc ça, c'est la pratique principale du méditant. Bien sûr, si on ne peut pas se détendre comme ça, parce que si on est trop déclenché, on utilise des remèdes, évidemment. On n'abandonne pas les remèdes complètement, tant qu'ils peuvent être d'une certaine utilité. Pour que l'esprit développe la compassion quand il y a de la colère, quand on ne peut pas voir la colère et se détendre dans la colère, etc. etc. Point numéro 10. Le schisme entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, le sujet et l'objet, a disparu. Ainsi que l'erreur d'appréhender des caractéristiques et conceptualiser. Donc, j'ai déjà expliqué ce processus qui concerne le fait d'appréhender les caractéristiques. Je vois un stylo, un crayon, parce que je vois les différentes caractéristiques d'un crayon. La forme typique, la pointe, qui indique même 0,5. Je connais même la taille du crayon avec lequel je vais écrire, juste pour vérifier. Habituellement, il y a une gomme au bout. Ça, c'est une autre caractéristique. Où je sais qu'avec cette gomme, je peux gommer les erreurs. Donc, toutes les caractéristiques sont présentes. Et si je pense que comme il y a des caractéristiques que je perçois, il y a une chose que j'appelle le crayon, ça, c'est la structure normale de la réalité dualiste. Je vois quelque chose qui a différentes caractéristiques, et comme ces caractéristiques sont présentes, voilà la chose. C'est normal, c'est fiable, on veut travailler avec ça. Mais pour une personne réalisée, elle peut travailler avec un crayon, elle peut en parler, mais il y a une connaissance claire aussi que l'expérience du crayon est dans l'esprit, bien qu'il soit dans ma main. Mais la sensation du poids et de la température, etc., est en fait perçue dans l'esprit. L'idée du crayon, c'est quelque chose de très relatif. Ça peut être une arme dans la main de quelqu'un d'autre. Ça peut être une piste d'atterrissage pour une mouche. Ça peut être toutes sortes de choses. C'est juste une perspective limitée d'un phénomène où nous pensons que les caractéristiques sont stables, alors qu'en fait, on pourrait lâcher toutes ces caractéristiques qui font de cela un crayon. Et à ce moment-là, où serait le crayon? Donc les caractéristiques elles-mêmes ne sont pas stables. Donc, on passe de la saisie de caractéristiques qui paraissent stables à l'idée donc d'un objet stable. Et l'objet stable est séparé de celui qui perçoit, du sujet. Pour une personne éveillée, il est parfaitement clair qu'il n'y a pas de caractéristiques stables. Il n'y a pas une chose stable. Il n'y a pas une personne qui perçoit, qui soit séparée. Parce que depuis le début, le processus de voir, sentir et percevoir les caractéristiques se déroule dans le même esprit qui sépare un sujet et objet. Donc cela devient très très clair et avec cela, c'est la base de l'illusion qui s'effondre. Il n'y a pas de sujet qui s'engage vis-à-vis de ce qu'on appelle un objet et qui serait séparé. Et même dans l'état de rêve, la nuit, les rêves ne se forment plus. Il n'y a plus rien séparé du rêve qui pose tout ça sur le feu du désir, de la fascination, de la peur, etc. Il n'y a plus personne qui s'intéresse à cette histoire qui serait séparée d'un soi séparé, d'un soi individuel. Donc tout cela, ça reste.
s'arrête. Tout ce monde de complexité inutile, de complications, d'élaboration, de toutes ces projections qu'on ajoute à l'expérience habituelle, tout cela s'apaise. Et puis, donc ce serait la 11e étape. L'esprit repose dans le samadhi non conceptuel. On dirait ici la conscience profonde de l'absence de caractéristiques. Qu'il n'y a aucune caractéristique existant réellement, sans avoir le besoin de créer une fausse certitude. Donc, à ce moment-là, l'esprit semble rester d'abord pendant quelques périodes dans la méditation, puis de plus en plus dans toute activité, jour et nuit, dans un samadhi non conceptuel continu. Dans toute activité, il y a la connaissance profonde, la connaissance non distraite de la nature des phénomènes, ou les caractéristiques, donc les soi-disant caractéristiques d'objets séparés, ne sont pas conceptualisées comme étant séparés ou existant réellement. Et puis, il y a donc cet être éveillé qui est en mesure de jouer avec les différentes vues de ses qualités, d'expérience, etc. et qui semble être en mesure de changer différents points de vue et qui s'engage dans l'activité éveillée en étant libéré, dépourvu de l'attachement à la solidité, en étant libre de tout attachement aux caractéristiques. C'est ce qu'on appelle le samadhi sur l'absence de caractéristiques. Plus de séparation, plus aucune séparation n'est présente dans l'esprit. Il n'y a pas besoin de créer de façon artificielle une certitude. La certitude n'est même plus quelque chose qui nous préoccupe. Plus personne ne craint de perdre la certitude. Personne n'a à produire de certitude. Il n'y a plus d'effort nécessaire. Donc ces 11 points, c'est ce qu'on trouve en haut de la page 108. Ils ne sont pas listés comme 11 points, mais c'est comme le final ornement de cette section de Dakpotashinamgyal. Et c'est là qu'on trouve l'essentiel de la pratique de Vipassana telle qu'elle est ainsi enseignée dans notre tradition, dans la tradition du Mahayana. On peut la trouver là. Et c'est ce qu'on fait dans notre pratique, les différentes étapes. Et Dakpotashinamgyal finit en disant « Voici donc le contour général de ce que nous avons besoin de savoir pour pratiquer la méditation vraiment libératrice, en accord avec les sutras du Bouddha, les tantras et toutes les instructions des grands maîtres. » Et cela conclut la première partie du livre. L'approche commune de Shamatha et Vipassana, du calme mental et de la méditation de la vision profonde. Et cela peut servir d'orientation, de guide pour tous les pratiquants engagés dans la pratique du Mahamudra, de Dzogchen, de Zen, de Vipassana, etc. Tout le monde peut utiliser cela indépendamment de sa tradition.